Si vous avez des questions peut-être sur la journée en général, c'est le moment. Nous avons une bonne quinzaine de minutes pour finir, pour clôturer cette journée. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être que Pascal, tu voulais intervenir sur la question donc, des navires de guerre à Tipaza notamment. Merci. Stéphanie, attendez, je vais vous donner la vision de mon état actuel. Pas spécifiquement sur les navires de guerre, mais je crois que la restitution de Tipaza a soulevé un problème qu'on évoque peu à propos des ports, c'est l'impact du type de navire qui les fréquentent. Le choix a été fait à Tipaza de représenter deux types de navires, des galères de combat, qui apparemment, dans le choix des auteurs, représentent les plus gros des navires représentés, et d'autres navires, souvent taquets, qui semblaient être des galères de commerce. C'est, je crois, un point très important parce qu'on focalise aujourd'hui l'attention essentiellement sur deux types de bateaux. Des navires de service qui apparaissent dans le paysage portuaire depuis quelques années seulement, et en grande partie grâce aux travaux de Giulia Boetto, et les onerariae ou navirons. Mais il y a à côté de ceci toute une catégorie de galères de commerce dont on a très certainement sous-estimé l'ampleur et qui ont été l'essentiel des gros navires, gros porteurs, jusqu'à la fin de l'époque hellénistique. En particulier le Kerkouros. On a des bateaux qui ont porté jusqu'à 600 tonnes dans cette catégorie. Et il est évident que les cahiers des charges ne sont pas les mêmes, l'impact sur les ports non plus. Donc c'est sans doute un point qu'il faudrait avoir en tête pour donner un ordre d'idée. Sur un bateau de 20 mètres, on a pour une Oneraria un équipage de 6 à 7 personnes, on a un équipage minimal de 22 personnes sur une galère. Donc ce ne sont pas les mêmes nombres de personnes, la manœuvrabilité n'est pas la même, l'encombrement latéral dans les passes n'est pas le même, le tirant d'eau n'est pas le même. D'un côté, on a des bateaux qui peuvent facilement s'échouer volontairement sur une plage, d'autres qui ont plus de difficultés. Donc tout ceci crée des rapports différents avec la Terre. Et je pense que là aussi, l'intersection de l'image et de la réflexion des chercheurs peut être extrêmement profitable. Je voulais aussi réagir à chaud sur la communication d'Ada Lacera sur Tarragone, parce qu'elle m'a ramené à des souvenirs qui illustrent à quel point nous sommes souvent désarmés pour interpréter les vestiges que nous fouillons. Nous progressons d'année en année, mais encore une fois, et pour abonder dans le sens de ce que disait Rémi tout à l'heure, la vérité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celle de demain. Faisons l'essentiel pour que les images que nous produisons reflètent la vérité d'aujourd'hui, tout en sachant qu'elle peut être fragile. En deux mots, j'ai fouillé pendant des années un port. Je n'ai compris que j'avais fouillé un port que lorsque j'ai vu les images des entrepôts de Tarragone, qui étaient les mêmes que ce que j'avais fouillé pendant des années et que j'identifiais avec des tabernaïs. Et ceci nous place au cœur d'un problème majeur, la lisibilité d'ensemble portuaire lorsque le bassin lui-même n'est pas un bassin fortement artificialisé. Et avec le port, nous rentrons dans une zone de complexité qui amplifie tous les problèmes liés au fonctionnement de la ville que nous pouvons trouver par ailleurs. Cette journée, je pense, nous a mis au cœur de ces discussions, et je crois que la proposition qui a commencé à circuler de se réunir pour continuer à discuter de ces questions et de la façon
dont on assure la communication autour de l'état de nos connaissances est essentielle. Merci de nous avoir aidés à avancer dans ce dossier aux promoteurs de cette journée. Voilà, Stéphanie. Peut-être que Ada, tu voudrais rebondir un petit peu sur, sur ce que a dit Pascal, et il y a aussi Rafik qui voudrait intervenir. Oui, oui, bien sûr. Mais je vais parler anglais parce que mon français, c'est pas très bon. Je ne suis sûre. I don't really know if I really understood what you said. So you have realized that some of the buildings that you have excavated years before were warehouses based on what I've presented. Is that what you said? Yes, not today, but these warehouses had been presented at some session of a Porto Suleiman program. Yeah, we did. But it was in Rome. Mm-hmm. And when I saw that for the very first time, I realized that I had excavated warehouses which were likely to be part of the port, because these warehouses were distant 200 meters from the sea and the seashore. And then discussing that a couple of hours later with Simon, Evelyn was behind me and looking at what was supposed to be the central sanctuary, said, looking at the sanctuary, "Oh, what a wonderful warehouse." And this illustrates quite well how unprepared we were to understand what a port was supposed to be until a couple of years ago. And likely after the next 10 years, the vision we shall have, and hopefully this happens, the vision we should have of what is this or that harbor port will change a lot again. The question is maybe in our communication and using images, finding the right way to express what is the instant ideal vision we can have, and at the same time, what is still. Most definitely. And also I'm thinking how difficult it is still to really define the functionality of buildings, because warehouses have very common morphologies, which almost can be identified sometimes even as houses, with these courtyards in the middle. And so, we really have to make sure to share and to, continue working on that. So I can briefly give another example. I was making a survey at Cape Corsica a couple of years ago. A previously excavated building was very surprising. It was different from everything around, using cementicum, although dated early 2nd century BC. Reading, I had been studying the Roman customs law of Asia and realized that these were exactly the requirements of a customs station according to the Roman customs law. Distances to the closest monument building were the same. Dimensions of the building were the same. And we can miss so many of these elements of maritime landscape just because we are not prepared to identify these things. And this happens more often that we should. Even in the case of Tarago, the most published warehouse is this one with this row of rooms, but for this publication in honor of Simon King, I've been studying other buildings that could be warehouses, and I've realized that we have plenty of buildings that are actually warehouses and really make or create an image of the port of Tarago, which we haven't before. And this is also really important to continue
analyzing, and yeah, of course. Just for the moment, warehouses as the most visible part of harbors Yeah, yeah, that are not always located exactly within the harbor. It's Yeah. the issue, and maybe it's central to the issue of what is a port city. yeah, definitely. Yeah. Yeah. Thank you very much. Anyways, Thank you. put Thank you me as a well. lot in the past. C'est toute la préoccupation en fait de ce séminaire et puis même du studio. Qu'est-ce qu'une cité portuaire? Où est-ce qu'elle démarre? Où est-ce qu'elle s'arrête? Où commence le port? On en a discuté avec Lubomir il y a quelques semaines de tout cela. Et je voulais déjà remercier infiniment tous les participants pour la grande qualité de vos papiers. Je pense que nous avons pu un petit peu voir différents cas et différentes approches qui permettent d'avancer, mais au cas par cas. Malheureusement, avec Adeline Hoffelink, nous avions lancé une session au CAA pour avril 2023. Donc, notre session a été bien sûr acceptée, mais nous n'avons eu que 3 papiers, dont un qui est celui de Renato et de moi. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que la question des outils numériques et l'usage des outils numériques, finalement, dans la compréhension de cet urbanisme portuaire, est assez peu représenté, voire même assez désert. Et je pense qu'il y aurait véritablement de quoi faire dans ce domaine et dans ce sujet pour permettre donc d'approfondir un petit peu ces questions et peut-être apporter des solutions et des éléments de réponse. Je vais laisser la parole à Rafi qui attend depuis un moment. Oui, juste rapidement. Merci beaucoup, professeur Arnaud, pour votre remarque qui est bien sûr pertinente. Juste une remarque. Alors, sincèrement, on a présenté la modélisation la semaine passée au Musée national maritime d'Alger, où on nous a fait la même remarque sur les navires de guerre. Et Dounia m'avait même demandé s'il fallait que je les enlève pour la présentation d'aujourd'hui. Et je lui ai expliqué que non, qu'on allait quand même présenter la vidéo comme telle. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est juste de représenter un gabarit par rapport à un bassin, un tirant d'eau et l'espace du bassin. Donc, il faut savoir que techniquement, pour représenter un navire, elle doit piocher dans une bibliothèque. Et sur cette bibliothèque, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas beaucoup de modèles. C'est juste par rapport à ça, on va corriger, on va essayer de faire nos propres modèles parce qu'on peut construire les modèles de navires qu'on veut, mais ça prend encore plus de temps. C'est tout. Merci encore pour votre remarque. Non, je vous en prie, n'y voyez surtout pas une attaque contre le modèle. Je pense que ça soulève un certain nombre de questions et que ça nous permet d'élargir le champ de la réflexion. Un des professeurs disait quand j'étais jeune qu'il fallait toujours penser au pluriel. Et c'est encore plus vrai avec les types de bateaux que nous devons faire évoluer dans nos ports. À longueur égale, une trière aura un tirant d'eau de moins de 2 mètres, là où un navire de charge aura un tirant d'eau de 4 mètres, par exemple. Très bien. Sans parler de la mobilité à l'intérieur de l'espace portuaire. Exactement. Donc tout cela nous aide, ces images nous aident aussi à poser ces questions de façon plus évidente. Ajouter du son, comme cela a été proposé, c'est fondamental. Pour la restitution de Paris, on a travaillé assez longtemps ensemble pour retrouver ces ambiances sonores qu'évoquent les anciens. Il y aurait aussi des ambiances olfactives. C'est plus compliqué, mais plus on avancera dans ces technologies, plus nous pourrons transmettre les résultats de nos recherches. Et c'est là l'enjeu qu'il y a à travailler tous ensemble. Produire ces images nous oblige à raffiner nos propres outils, nous chercheurs, quand il s'agit de communiquer avec un plus grand public. La vulgarisation peut être un outil pour nous, pour améliorer nos connaissances. Je pense qu'elle permet aussi de poser les bonnes questions, en fait, et de permettre ces simulations. Absolument. L'un des aspects aussi que moi j'aimerais beaucoup développer et peut-être se rapprocher d'un laboratoire lyonnais, c'est sur ces questions logistiques, mais logistiques contemporaines. Et donc je pense que peut-être que cela permettrait
d'apporter quelques éléments de réponse aussi sur comment est-ce que un port antique fonctionnait à travers cette approche un petit peu ethno-archéologique, même si on n'est pas du tout sur le même type de marchandises, bien entendu, mais je pense que ces simulations peuvent peut-être apporter quelques éléments de réponse, en tout cas. Je vois qu'Alessandro est en train de nous quitter, ou nous a déjà quitté. Bon, en tout cas, Alberto, I wanted to thank you very much for your invitation for the Parcours Archeologico di Oceantica. I think that we could eventually to discuss again about all these questions, and I really appreciated actually your presentation about the question of the virtualization in the archaeological site, and for all these questions about the enhancement of the archaeological sites are also very largely developed in the MapAria laboratory. So I think we have so many things to discuss in the future. So perhaps in the Marie Curie project, if it is accepted next month, we will have the answer, or for another project, we will be very open and very happy to continue the discussion and eventually collaborations. Dunia, tu voudrais peut-être intervenir? Merci beaucoup, Stéphanie. C'était juste pour ajouter que, comme l'a dit le docteur Leff, nous avons pioché dans une certaine bande d'images, mais nous voulions aussi représenter Tipaza en tant qu'un port militaire, un port qui aurait reçu des navires militaires, parce que cela était spécialement réservé à Chechel, et dans tous les ouvrages que nous avons consultés, dans toute la bibliographie, il n'a jamais été fait mention d'un port militaire en Algérie, à part une escadrille qui a été détachée à Chechel et à Béjaïa. Donc, nous voulions vraiment présenter que même le port de Tipaza avait quand même reçu quelques navires de guerre. Ceci se voit dans l'iconographie ou bien dans les diverses stèles funéraires qui sont disséminées un peu partout à Tipaza et qui représentent... Oui, je disais, il y avait des stèles funéraires qui représentaient des militaires qui ont perdu leur vie à Tipaza. Donc, nous voulions donner quand même à leur mémoire. Voilà, nous voudrions dire que Tipaza aussi avait reçu des navires de guerre. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques avant de clôturer cette journée? Moi, je voulais rebondir sur une remarque que m'a fait Marie-Françoise Boussac. Donc, on n'exclut pas les ports fluviaux, mais disons que quand on a lancé le studio, on a dû faire des choix, comme je vous ai expliqué, puisque à la base, le projet était vraiment sur 1 an. Et donc, il a fallu restreindre et la période chronologique. On en avait déjà discuté aussi avec Lubomir et Ada, puisque on ne pouvait pas tout aborder. Mais effectivement, l'Antiquité tardive, les évolutions qui se produisent durant l'Antiquité tardive ne sont vraiment pas inintéressantes, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'on pourrait élargir d'un point de vue chronologique à l'Antiquité tardive. Moi, j'avais centré, bien entendu, sur la période impériale romaine, puisque c'était la période que j'étudiais principalement dans ma thèse et dans le programme ERC, en tout cas, du Portus Limen. Mais effectivement, la question des ports fluviaux est vraiment aussi intéressante, comme tu l'as souligné aussi, Pascal, ce matin. Et je pense qu'on pourrait aussi vraiment l'étendre à un cas comme Taposiris Magna ou d'autres études de cas qui viendraient s'offrir, enfin, taper à notre porte. En tout cas, je veux dire que nous ne sommes pas fermés à la discussion. Au contraire. En tout cas, je vous remercie encore vraiment très chaleureusement pour votre présentation. Merci d'avoir rendu possible cette journée qui, à la base, devait être une petite journée autour d'une table, un petit séminaire interne d'un petit modeste projet, et que finalement, c'est transformé en journée d'études. Donc, je suis vraiment très heureuse déjà d'avoir suscité votre intérêt, et surtout que beaucoup de personnes se soient déplacées jusqu'à Vaux-en-Velin, notre école d'architecture qui est un petit peu à l'autre bout du monde. Donc déjà, merci, un grand merci pour tout cela.
Donc, une remarque que j'avais eue de la part de Dragana, mais qui a quitté la discussion. Effectivement, donc, je n'avais pas pu inclure tout le monde qui travaillait sur Portus. Et donc, il n'y a pas de représentant aujourd'hui sur le Portus Project, malheureusement, sur la partie britannique. Mais malheureusement, je crois que Portus méritait une journée entière de discussion. Et ça n'a pas été possible cette fois. En tout cas, je voulais aussi vous proposer de faire quelque chose de cette journée, alors soit sous le format d'une petite publication, soit éventuellement de gros résumés bien détaillés qui s'associeraient donc aux vidéos que l'on a pu peut-être recueillir aujourd'hui, puisque j'ai enregistré cette vidéo. Donc, nous pourrons séquencer. Donc, si certains intervenants ne sont pas d'accord de diffuser cela, donc il n'y aura pas de problème. Donc, voilà, pour l'instant, nous n'avons pas encore défini le format de publication, mais je pense que c'est ce type de journée qui est vraiment très intéressante et je pense que c'est vraiment intéressant de garder une trace, en tout cas. Donc, je reviendrai vers vous par email, vous me direz ce que vous en pensez et puis, pourquoi pas, peut-être, voilà, rediscuter du format, en tout cas. Donc, je vous remercie encore. Renato se joint à moi, il a dû filer récupérer son petit. Donc, il se joint à moi pour vous remercier encore. Donc, au plaisir de rediscuter avec vous pour d'autres événements, éventuellement individuellement. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée et surtout une très belle continuation. Au revoir.